Ce webinaire sur Cypre va parler des performances des systèmes innovants qui inclut un faible usage des produits phytosanitaires. Quel bilan on peut tirer après 6 années d'expérimentation? C'est un webinaire qui est enregistré et que vous pourrez retrouver. Et c'est un webinaire qui fait partie d'une série de 4 sessions. Une qui a eu lieu au mois d'octobre sur le bilan carbone des systèmes Cypre et deux autres dates qui traiteront de l'adaptation au changement climatique et de la multiperformance de systèmes qui inclut des oléoprotéagineux qui auront lieu respectivement en janvier et février. Encore une fois, les dates exactes sont consultables sur le site internet de Cypre, dans un article dédié. En termes d'organisation, je vais dérouler la présentation pendant une grosse vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Et mon collègue Loïc, dont vous voyez aussi la caméra, se chargera de les relayer une fois la présentation terminée. Je profite pour me présenter, je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Marie-Estienne, je travaille chez Arvalis et je suis en charge de la coordination générale du projet Cypre. Quelques mots d'abord pour vous présenter ce projet si vous ne le connaissez pas. C'est une action qui est portée par les 3 instituts de grande culture que sont Arvalis, l'Institut technique de la betterave et Terrinovia, et qui a pour ambition de développer des systèmes qui soient à la fois performants sur le plan de la productivité, qui soient rentables et dont les performances environnementales soient améliorées. C'est une synergie assez unique entre les 3 instituts de grande culture qui a permis de déployer un dispositif assez innovant qui repose à la fois sur des observatoires des pratiques des agriculteurs, des plateformes expérimentales qui testent un système de référence et un ou plusieurs systèmes innovants, et des réseaux d'agriculteurs qui nous permettent de faciliter le transfert de certaines innovations. Les axes de recherche du projet sont nombreux et sont déclinés sur l'ensemble des plateformes que je vous présenterai ensuite et traduits par un certain nombre d'indicateurs. Nous cherchons d'abord à améliorer la fertilité des sols, le taux de matière organique, la structure du sol. Nous cherchons à améliorer la robustesse et la résilience vis-à-vis des aléas climatiques. Et puis évidemment la marge et la productivité. Et nous cherchons à diminuer la dépendance aux engrais azotés et aux phytos, à diminuer le risque érosion, la pression adventice et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et dans le cadre de cette présentation, on s'est focalisé sur la partie des phytos et notamment l'indicateur que l'on regarde qui est l'IFT, l'indice de fréquence de traitement. Et les questions qu'on s'est posées sont ci-dessous. Est-ce qu'on a réussi à réduire ces IFT sur nos systèmes innovants par rapport aux témoins? Est-ce que la gestion des bioagresseurs s'est améliorée ou dégradée dans les systèmes innovants? Et quels enseignements on peut tirer des stratégies innovantes de production intégrée des cultures en termes de multiperformance. Donc le dispositif expérimental que peut-être vous connaissez localement en étant proche d'une plateforme que vous avez déjà eu l'occasion de visiter. Donc c'est 5 milieux contrastés qui sont représentatifs des zones de grande culture en France. Donc nous sommes présents dans les limons en Picardie, en Champagne, dans des terres de craie, dans les sols argilo-calcaires du Berry, les terres noires du Béarn et dans les coteaux argilo-calcaires du Lauragais. Ces plateformes représentent des lieux d'échange avec les partenaires en région, dont des agriculteurs. Ils intègrent des enjeux locaux. Ça peut être par exemple la spécificité du risque érosif dans le Lauragais ou encore la gestion de la battance en Picardie ou dans le Béarn. Les parcelles expérimentales font entre 3 et 10 hectares, donc c'est des dispositifs conséquents. Toutes les cultures sont présentes tous les ans, répétées 2 ou 3 fois. Chaque année, nous réalisons un bilan via une analyse pluricritère sur une dizaine d'indicateurs que nous calculons avec le logiciel Cister. Et c'est au prisme de ces indicateurs que nous analysons la multiperformance de nos systèmes. Les objectifs vis-à-vis de la protection des cultures sont ambitieux, avec l'idée de réduire de 50% les IFT par rapport à la référence régionale de 2012 et par rapport au système témoin. Donc là, c'est directement inspiré des différents plans éco-phyto avaient pour objectif de diminuer de 50% au moins l'usage des phytosanitaires. Une règle qui s'est rajoutée à partir de l'année 2019, qui est l'usage du glyphosate en dernier recours, donc réintroduire des leviers pour se passer au maximum de glyphosate. On s'interdit l'usage de molécules dites sans avenir et on n'a pas recours aux néonicotinoïdes, notamment sur betterave. Pour répondre à ces objectifs et aux autres, on utilise un certain nombre de leviers qui sont la lutte
prophylactique d'abord, donc tous les leviers qui relèvent de cette lutte-là, avec la diversification des cultures. Vous avez un exemple du système qui est pratiqué dans le Berry, avec un système témoin tourné sur des cultures diverses, traditionnelles, colza, blé, orge, et un système innovant qui a fait la part belle à la diversification des cultures en intégrant notamment du maïs, du tournesol, de la lentille, une rotation qui est allongée, un travail du sol qui peut être flexible, du coup qui s'adapte un petit peu notamment à la pression adventice, une meilleure alternance des familles botaniques et des cultures diverses, cultures d'été, et évidemment un choix variétal adapté. Et pour la lutte en culture, donc on a recours, quand c'est possible, au désherbage mécanique et aux produits de biocontrôle. Et puis, bon, évidemment, le chimique reste d'actualité sur les plateformes. Alors, qu'observe-t-on en termes de résultats? Je vous présente ici l'évolution des différents IFT à l'échelle des systèmes, des IFT qui ne tiennent pas compte des traitements de semences et qu'on constate donc qu'ils ont réduit dans 4 situations sur 6, sans pour autant atteindre notre objectif de 50%. Alors d'ailleurs, c'est pas 4 situations sur 6, c'est 3 situations sur 5, pardon. Ah oui, non, parce que vous avez 2 systèmes du Bern. La plateforme Bern a pour particularité de tester plusieurs systèmes innovants, d'où le titre. Donc, on constate que dans le Berry, notre IFT innovant en bleu, donc la courbe bleue, est bien inférieure à celle du témoin, de l'ordre de 25%. En Picardie, la diminution est de l'ordre de 21%. En Champagne, on diminue de 9%. Dans le Lauragais, on augmente. Donc, c'est une des situations où on constate une augmentation par rapport à notre système de référence. Et dans le Béarn, ça va dépendre des systèmes. Donc, un système qui intègre notamment du soja et une cive, on arrive à réduire l'IFT de 23%. Et sur un système où on avait une rotation en 3 ans avec des céréales, avec un certain nombre de céréales, on augmentait l'IFT de l'ordre de 14%. Et donc, on constate que finalement, les cultures de diversification et qui sont exigeantes en produits phytosanitaires, peuvent peser sur l'IFT à l'échelle du système innovant. Et donc, ces réductions, si elles sont intéressantes par rapport à notre système de référence, elles ne permettent pas d'atteindre cet objectif de 50% par rapport à l'IFT régional. Je vais faire un zoom sur 2 leviers qui ont montré des effets intéressants sur 2 plateformes. Donc, dans le Berry, un exemple du levier rotation. Donc, vous avez la rosace qui a été imaginée au départ, qui a légèrement évolué depuis, mais qui conserve ce levier-là, qui est donc une double succession de cultures de printemps. Initialement maïs, tournesol, maintenant on est plutôt sur millet tournesol. Et donc vous avez le premier graphique qui vous donne en pointillé les notes de satisfaction de désherbage du blé de tournesol, donc qui suit cette double succession de printemps, et du blé témoin. Et donc on voit assez bien que les notes de satisfaction des herbages qui sont ici sont supérieures à celle du blé témoin, et que du coup l'IFT a la dynamique inverse, c'est-à-dire que forcément, comme on a une meilleure satisfaction des herbages, ça veut dire qu'il y a moins d'adventices et donc on a moins besoin de traiter. Et cette parcelle de blé qui suit les 2 cultures de printemps se révèle toujours bien plus propre que les autres blés, même à l'échelle dans l'autre parcelle de blé dans le système innovant. Et on voit que ça se traduit également sur le rendement, où on va avoir un meilleur rendement du blé de tournesol et donc une meilleure marge, d'autant que meilleur rendement et diminution des charges à l'échelle de la culture, donc meilleure marge pour cette culture de blé. Donc cette double succession améliore largement la gestion des graminées d'automne type vulpin, qui sont un problème dans le Berry. Et si les premières années, voilà, cette succession a montré des effets très bénéfiques, on s'est rendu compte qu'à la suite, la situation se détériorait. Vous avez dans les petits carrés les différentes notes de satisfaction des herbages, donc qui sont les notes qui sont faites à la récolte, montrent bien qu'on passe, donc 9, on est très satisfait du désherbage à la récolte, et puis dès qu'on descend en dessous de 7, pardon, ça montre que la situation est en train de se dégrader. Et pour pallier à ce problème-là,
on a reconçu le système, les acteurs locaux, les membres du comité de pilotage Chypre-Berry, les agriculteurs qui participent, les partenaires COP et Négoce, ont à nouveau planché sur ce système durant l'année 2021 pour essayer d'en améliorer un peu les contours et puis également sur le système témoin pour le rendre un peu plus réaliste par rapport à ce qui se faisait localement. Et donc, ça a permis d'introduire un petit peu de flexibilité. On garde notre rotation en 9 ans, mais par contre, on se conserve la possibilité de positionner notre double succession de cultures de printemps, soit donc à sa position initiale, hein, ici, soit ici, en introduisant une nouvelle culture de printemps avant la lentille, et ce, en fonction des conditions de salissement observées sur les différentes parcelles. Maintenant, un zoom sur la partie diversification dans le lauragais. Donc, le lauragais est un exemple assez intéressant de dégradation de l'IFT de notre système innovant par rapport à notre système témoin. Et s'explique assez bien. On est sur un système témoin qui est à base de tournesol blé dur avec un labour tous les 2 ans, qui permet donc une gestion des adventices par l'effet d'un travail du sol profond, et donc un niveau de pression adventice assez faible. Et le fait que nous ayons introduit beaucoup de cultures, que nous ayons réduit le travail du sol, que nous n'ayons plus le levier glyphosate pour gérer certaines intercultures et s'assurer de semer sur un sol propre, on a constaté des dérives très fortes en raies gras, nous obligeant par certaines années à des solutions un petit peu drastiques pour gérer la situation. Et donc, on constate que ce levier de diversification couplé à l'absence du glyphosate a pu montrer des contre-performances à l'échelle de notre système et nous a imposé de réaugmenter le travail du sol. Vous avez là un zoom sur 2 situations particulières, à la fois les blés, blé innovant et blé témoin, l'IFT herbicide, qui est donc plus élevé dans les blés innovants du fait que, pour pallier l'absence de glyphosate en précédent, il nous faut, on va dire, un peu forcer sur les programmes de désherbage en culture. Et un autre exemple inverse, l'IFT des tournesols, où l'IFT du tournesol témoin est supérieur à celui du système innovant, car on arrive à gérer l'interculture blé-tournesol dans notre système innovant sans glyphosate, et ce, en détruisant mécaniquement le couvert de févrole qui précède le tournesol. Et par contre, voilà, cette destruction mécanique du couvert, à un moment qui peut coïncider avec des épisodes de pluie qui n'ont pas forcément besoin d'être très importants pour déclencher de l'érosion, il suffit d'une 15-20 mm, nous a montré qu'il pouvait y avoir des antagonismes avec la limitation de ce risque qui était fort sur cette plateforme. Pour ce qui est des autres postes d'usage des phytos, que sont donc la gestion des insectes et la gestion des maladies, on constate que c'est davantage fonction de l'année et plutôt dépendante de la culture. On ne voit pas encore de choses se dessiner tellement à l'échelle du système. L'IFT les IFT diminuent de manière mécanique parce qu'on allonge les temps de retour de cultures sensibles, que ce soit en Picardie ou en Champagne, on dilue fortement la présence de betteraves ou de pommes de terre à l'échelle de la rotation. Donc, ce sont des cultures qui sont assez gourmandes en IFT. Forcément, ça nous permet de diminuer ces IFT fongicides et insecticides, et c'est valable également pour le colza. Je vous ai mis un petit zoom donc sur le lauragais encore une fois, sur les IFT tournesol, fongicides et insecticides, IFT pardon, pour le blé dur et pour le tournesol. Et donc on voit que quasiment toutes les années, ils ont exactement la même valeur. La pression ne s'exprime pas plus fort sur une parcelle que sur une autre. Donc pression d'avantage annuelle, et si on voit une différence, on peut l'attribuer souvent au choix variétal ou à la stratégie qui est mise en place. Alors, quelques mots de conclusion. Le système, c'est une échelle intéressante pour gérer les bioagresseurs et réduire les IFT, en particulier quand il intègre dès le départ cet enjeu. C'était le cas dans le Berry, la pression vulpin était déjà fortement présente. Donc, le système Berrichon le système innovant pratiqué sur la plateforme Berry a été pensé pour gérer cet enjeu.
On note d'une bonne efficacité de ce levier rotation, donc rotation dans le sens double succession de cultures de printemps, tant et si bien qu'il y avait une réflexion en cours pour faire évoluer le système lauragais et améliorer un petit peu la répartition culture d'hiver, culture d'été. Pour ce qui est de la diversification, est-ce que c'est un atout ou un handicap? On peut noter une difficulté des systèmes très diversifiés de faire mieux que des systèmes témoins qui sont déjà optimisés et qui sont peu consommateurs de phyto, parce que mobilisant des cultures qui sont relativement peu gourmandes, ou des outils de travail du sol type labour qui restent efficaces pour gérer notamment les adventices. La dilution des cultures consommatrices d'IFT, mais aussi rémunératrices, ça donne un effet positif sur l'IFT, mais un effet forcément négatif sur les marges. On peut noter un antagonisme avec d'autres objectifs. Le choix de l'expérimentateur dans ce cas-là prévaut, et c'est lui qui, dans le contexte de l'année, va privilégier telle ou telle situation. L'idée étant que les essais CIPRE perdurent dans le temps, on ne peut pas laisser une pression adventice devenir trop importante. Et avec des cultures robustes, bien adaptées au contexte et bien positionnées dans la rotation, on peut avoir un effet très positif. C'est le cas notamment dans le Berry, où on a plusieurs cultures qui nous permettent d'avoir vraiment des charges qui sont optimisées à l'échelle de la rotation, à l'échelle du système, pardon. Et dernier point, le choix variétal et l'augmentation des temps de retour des cultures exigeantes permettent de diminuer les IFT insecticides et fongicides, mais forcément, cela a un effet négatif sur la marge. Les questions et les perspectives que nous ont permis ce travail, c'est d'abord l'importance de la référence. Vous savez sûrement que les méthodes de calcul d'IFT évoluent régulièrement, et qu'entre le moment où les essais CIPRE ont été imaginés, où on travaillait avec ce fameux IFT de référence régionale 2012, la méthode de calcul a changé, ce qui fait qu'en fait cette référence n'est plus tellement parlante, et qu'aujourd'hui les références DEFI sont assez mouvantes, donc on peut toujours se comparer à notre système témoin, mais il n'a pas de valeur de pratique régionale, de pratique moyenne. Donc cette question de la référence, elle nous questionne régulièrement. On pourrait considérer dans le calcul, on pourrait réfléchir à ne pas intégrer la partie biocontrôle dans le calcul de notre IFT, en se disant que, comme on est sur du biocontrôle, peut-être qu'on pèse moins lourd sur l'environnement, et qu'on a quand même un souhait d'augmenter la part du biocontrôle dans nos systèmes à solutions d'efficacité équivalente avec des solutions chimiques. Et enfin, on prévoit de compléter l'analyse de cet indicateur IFT par d'autres indicateurs qui pourraient rendre compte d'autres aspects de l'usage des phytos, notamment sur la partie toxicité pour les milieux ou pour les applicateurs, et qui permettraient de nuancer les performances des systèmes de l'IFT, qui sont donc plutôt bonnes pour le moment, et d'imaginer de nouvelles voies de progrès sur nos systèmes innovants. Merci de votre attention, et je vous invite à poser vos questions si ça n'a pas déjà eu lieu. Merci Marie. Il y a une question dans le chat de Stéphanie Montagne qui peut éventuellement la poser si Je crois possible. Que Ah, t'as coupé les micros? Ouais. D'accord. La question, c'est est-ce qu'on a fait des courbes d'évolution en utilisant les quantités de substances actives vendues et les nodus, car ce sont ces indicateurs qui font référence au niveau national via l'Observatoire des ventes. Et il y a aussi une précision en lien avec ton dernier point en perspective, qu'il y a apparemment des références régionales IFT qui existent et qui sont mises à jour assez souvent. Et ben en fait, justement, en tout cas sur la deuxième partie, c'est un peu, c'est pas très clair pour nous, parce que ces références, comment dire, les réseaux DEFI ne nous ont pas communiqué de références gravées dans le marbre. Ils travaillent avec des références à l'échelle des cultures, mais on n'a pas forcément
des références à l'échelle des systèmes. Donc, c'est pas évident de se comparer. C'est pas évident de se comparer. Donc, on manque de références là-dessus. Et sur le premier point, tu peux répéter la question parce que j'ai pas bien compris. C'est est-ce qu'on utilise d'autres indicateurs que l'IFT pour... Non, Non. pour le moment, non. Par contre, on peut noter celui qui est mentionné et regarder si, Ouais. et ce que ça donne par rapport à nos systèmes. Alors ensuite, on a une question sur le blé de tournesol qui était donc moins sale dans les systèmes diversifiés, mais une question sur un éventuel effet allélopathique du tournesol sur les adventices. C'est une question intéressante et difficile à illustrer. On se pose également ce type de questions dans le Lauragais avec la mobilisation notamment d'une dérobée en sarrasin dont on constate régulièrement qu'elle nous permet, enfin voilà, que la parcelle s'allie moins en rais gras, mais c'est pas simple de démontrer l'effet allélopathique d'une culture, donc du coup, c'est pas tellement ce qu'on met en avant pour le moment. On met plutôt en avant les opportunités que nous permettent la double succession de cultures de printemps, que ce soit en désherbage mécanique ou en solutions chimiques supplémentaires. Enfin, voilà, ça nous offre des fenêtres de gestion que ne nous offrirait pas une succession plus classique. Ok, on a aussi une autre question que j'allais te poser aussi. C'est donc on a un objectif de réduire de moins 50% les phytos dans les systèmes diversifiés, enfin les systèmes innovants, et on voit qu'on a du mal à atteindre ce niveau de réduction. Donc est-ce que il y a des pistes envisagées pour aller plus loin encore sur ce poste-là, ou est-ce que les systèmes ont un peu atteint une sorte de palier en termes de possibilités de réduction? Ok. Alors, il est important de noter que réduire cette IFT de 50% n'est qu'un des objectifs de CIPRE. À côté de ça, il y avait réduire de 20% l'azote minéral, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20%, enfin un certain nombre d'autres indicateurs. Donc, les systèmes choisis et implantés intègrent ça. Et on analyse les performances de ces systèmes par rapport à ces seuils d'indicateurs qu'on s'est fixé. Alors évidemment, on y serait arrivé du premier coup, peut-être qu'on aurait durci nos seuils. Pour le moment, on maintient, on va dire, on ne fait évoluer les systèmes que quand vraiment on constate qu'ils vont dans le mur et que l'expérimentation va se solder par un échec total, ce qui n'est pas l'idée. Donc, on verra lors des exercices de reconception futurs qui auront lieu si on met le curseur un peu plus loin là-dessus. Il est quand même intéressant de noter que le fait qu'on ait intégré le glyphosate, par exemple, postérieurement à l'implantation enfin qu'on ait intégré plutôt le non-recours au glyphosate ou le glyphosate en dernier recours postérieurement à l'implantation des systèmes, a fait que nous avons choisi des systèmes qui n'étaient peut-être pas le plus optimisés pour intégrer cet enjeu-là. Donc, ça pourrait faire partie d'un voilà, d'une nouvelle série d'objectifs si on reconçoit les systèmes pour vraiment essayer d'adapter le plus possible. Mais à ce stade, tant que les systèmes n'ont pas bouclé leur première rotation, on n'ira pas plus loin sur les différents leviers. Sauf si, évidemment, il y a une molécule miraculeuse de biocontrôle qui apparaît et qui permet de tout gérer de manière sans impact négatif. Voilà. Mais ça, je ne crois pas que ce soit prévu ou existant. Ok, mais à ce moment-là, il y a une autre question qui est dans la prolongation de ce que tu viens de dire par rapport à des éventuelles reconceptions à terme des systèmes. Est-ce que des leviers comme l'intégration de prairies temporaires ou de luzernes et de cultures associées Oui. pourraient être envisagés dans les nouveaux systèmes? Alors,
C'est déjà le cas. Enfin, pour les cultures associées, c'est le cas. C'est le cas notamment sur le colza. Le colza sur les systèmes innovants cypres est conduit associé à des couverts de légumineuses qui permettent entre autres de lutter contre le salissement. Et alors, on n'a pas forcément spécifiquement conduit d'analyse sur le salissement ou l'analyse du salissement postérieurement à la culture de colza, parce que c'est vrai que la réussite de ce couvert associé peut être un peu aléatoire selon les conditions d'implantation du colza, qui elles-mêmes, d'une année sur l'autre, peuvent voilà, être un petit peu aléatoires, notamment sur les dernières années où les épisodes de pluie pendant le mois d'août sont voilà, peu nombreux. Donc, on pourrait regarder précisément si ça a une efficacité. Sur la partie prairie temporaire, dans la reconception du système Berry, il y avait un scénario qui intégrait 2 ou 3 ans de luzerne et qui intéressait fortement les agriculteurs parce que vis-à-vis de l'analyse multicritère qu'on conduisait, alors certes, les marges étaient un peu moins bonnes, mais par contre, voilà, sur le reste, on était, au niveau des charges de production, c'était un système très peu gourmand. Et on n'a pas souhaité l'implanter parce que finalement, le débouché local de la luzerne n'existait pas. Et je ne l'ai pas forcément précisé en introduction, mais l'idée de ces systèmes était quand même d'intégrer, certes, des cultures de diversification, mais des cultures de diversification qui ont un débouché et qui ne sont pas des cultures de niche complète et donc peu accessibles aux agriculteurs. L'idée est quand même que les enseignements qui sortent des plateformes CIPRE soient appropriables le plus largement possible par les producteurs. Donc, on n'a pas retenu l'expérimentation de ce système-là. Par contre, il me semble que voilà, certains agriculteurs du Berry étaient quand même bien tentés d'en implanter chez eux pour voir ce que ça pourrait donner. Ok, on a une autre question sur l'utilisation de produits de biocontrôle. Est-ce qu'il y a eu une augmentation du recours au fil du temps sur certaines plateformes? Non, pas tellement. On reste parce qu'on n'a pas énormément on a assez peu de références hein, qu'on utilise essentiellement les anti-limaces qui relèvent du biocontrôle et pour le maïs de la confusion sexuelle classique, on va dire. Mais donc il n'y a pas eu d'augmentation dans le temps. Alors, on a une question technique. Pour les intercultures courtes entre deux pailles, quelle légumineuse en mélange est semée? Alors, le problème, c'est que je pense qu'elle parle de l'exemple du lauragais ou alors du berry. On n'a pas 2 pailles qui succèdent. Ouais. Alors, je vais peut-être passer à une autre question, le temps peut-être que la personne précise sa question éventuellement. Sur l'intégration de cultures de printemps, donc c'est un levier fort qui est mis en avant dans nos résultats. Et est-ce que son effet est plutôt lié à la perturbation du cycle des adventices ou à l'introduction d'herbicides qui présenteraient un autre mode d'action homologué sur ces conduites? C'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre tout de suite, mais que nous pourrions creuser, notamment avec Mathieu Loos de Terrinova qui gère la plateforme. Tout à fait. Je suis en train de prendre des notes en même temps. Alors, une autre question. Alors, je lis en direct. Alors. Avez-vous constaté un effet de l'apprentissage nécessaire pour piloter des systèmes innovants, ce qui signifierait que l'analyse des performances doit prendre en compte un pas de temps nécessaire pour maîtriser le pilotage de ces systèmes? Alors oui, oui. Comment dire il est certain qu'il y a un temps d'apprentissage, ne serait-ce que pour la partie logistique un petit peu,
enchaînement entre les différentes cultures et conduite en parallèle de toutes les cultures. Donc je rappelle que toutes les cultures sont présentes tous les ans, donc en fait toutes les opérations relevant de chacune des cultures sont faites tous les ans, 2 ou 3 fois selon le site. Il y a un temps d'apprentissage et puis il y a un matériel disponible, hein, qui n'est pas qui est du matériel agriculteur, qui peut être du coup plus ou moins performant selon l'agriculteur chez qui nous sommes hébergés, et qui fait que on arrive plus ou moins bien selon les fois à conduire nos différentes opérations, nos opérations culturelles. Donc on est un peu tributaire de ça. Je pense que je réponds pas en totalité à la question parce que du coup, entre-temps, je l'ai oublié, mais évidemment, les performances de nos systèmes doivent tenir compte de ça. De plus en plus, je ne sais pas si au démarrage du projet, cet état de transition, je pense, a été imaginé. En tout cas, on n'a pas imaginé qu'il n'y aurait pas de transition. Et on verra peut-être encore dans les années qui viennent comment on peut qualifier cet état de transition. C'est-à-dire que si nos systèmes innovants finissent par arriver un peu à un état de routine ou de stabilité qu'ils n'avaient pas au démarrage, on pourra considérer que les premières années relèvent de la transition. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, en expérimentation système, on n'intègre pas la première année d'expé au moins. Donc on verra en fonction de la suite des récoltes comment on traite ces infos. L'idée étant que ce soit quand même un dispositif longue durée. Donc plus on aura d'informations et mieux on pourra caractériser cette phase-là. Et peut-être pour compléter ta réponse, Marie, on a une question sur les règles de décision qu'on utilise. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces règles de décision qui évoluent Oui. au cours du temps pour s'adapter à la fois aux objectifs et à la fois aux observations et aux apprentissages? Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai pas, est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête? Mais enfin, c'est le meilleur exemple en fait est celui de la flexibilité qui est mise en œuvre maintenant dans le Berry, où après 5 années de constat que le système innovant était soit vraiment très en deçà du système témoin et ne le rattraper finalement qu'en année climatique humide, avec des effets collatéraux sur la pression adventice qui n'étaient pas suffisamment gérés. Il y a eu ce souhait de se dire bon, en fait, on peut, en fonction d'une observation, en fonction d'une notation, se dire que on modifie un petit peu la rotation pour s'offrir des opportunités de gestion et s'assurer du coup d'aller atteindre nos potentiels de rendement sur chacune des cultures. Et effectivement, les règles de décision que l'on suit évoluent. Alors peut-être pas annuellement, mais évolue quand même régulièrement pour s'adapter à ce qu'on constate par rapport à la zone dans laquelle on est. Alors ça peut, c'est le cas de la flexibilité dans le Berry, ça peut être le cas de l'implantation, des modalités d'implantation du pois chiche, par exemple, dans le Lauragais, où plus ça va, plus on se rend compte qu'on peut adapter la règle de décision pour améliorer l'implantation de cette culture compte tenu de son précédent. Alors, il y a encore pas mal de questions et donc je vois que l'heure avance. Et donc, je me permets de poser une question. Est-ce que tu peux commenter, enfin, c'est pas une question, bon, mais ouais, est-ce que tu peux commenter notre plan de communication dans CIPRE, comment on s'adresse aux agriculteurs ou aux conseillers, et aussi est-ce qu'il y a des événements à venir de diffusion des résultats? C'est vrai. J'avais prévu Si les personnes sont intéressées. Ah, d'accord, ok. Du coup, oui, donc la cible des enseignements des plateformes CIPRE, ce sont les agriculteurs, pas tant pour qu'ils reproduisent exactement nos systèmes, mais pour qu'ils puissent s'inspirer de certains leviers qui sont quand même intéressants sur le plan agronomique pour répondre à des problématiques. Donc, on pense que certaines séquences sont tout à fait intégrables dans des systèmes
d'agriculteurs. Et donc, sur l'ensemble des plateformes, on prévoit des journées de restitution des résultats à partir de fin avril. Donc, c'est la Picardie qui va démarrer. Les dates exactes seront communiquées incessamment sous peu, mais chacune des plateformes fera l'objet donc d'une journée, d'une après-midi, enfin d'une demi-journée au champ, dans lequel on abordera spécifiquement les enseignements liés à chacune des plateformes sur les différentes thématiques qu'on suit, à savoir gestion des adventices, amélioration de la fertilité du sol, maintien de la rentabilité. Et j'en oublie forcément, adaptation au changement climatique, quand on a des choses intéressantes qui émergent. Et du coup, ces informations sont diffusées sur le site internet de CIPRE et via une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. Merci Marie. On a une autre question sur est-ce qu'il y a des projets de nouvelles plateformes CIPRE? Parce que il y a trop de commentaires. Voilà. Il y a un commentaire qui dit que dans le quart nord-ouest, on n'a pas de site CIPRE. Et alors voilà, il y a des caractéristiques spécifiques au quart nord-ouest, évidemment. Et voilà, est-ce qu'on a envisagé d'ouvrir de nouveaux sites CIPRE à l'avenir? Est-ce qu'on Alors, envisage de le faire? ça a été envisagé et la démarche n'a pas abouti. La démarche n'a pas abouti parce que c'était envisagé pas en propre, porté par les 3 instituts de grande culture, et pour autant en répondant quand même au cahier des charges assez exigeant de CIPRE. Donc, à ce stade, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas non plus prévu. Une question sur tu as évoqué le choix de l'expérimentateur qui prend des décisions. Est-ce qu'il y a des priorités entre les enjeux? Eh ben, typiquement, alors, au démarrage, non. Dans l'analyse que nous conduisons, non, on ne pondère pas les performances de nos systèmes par rapport aux indicateurs, en considérant qu'il faut faire mieux sur la fertilité des sols que sur la gestion des adventices ou l'inverse. Mais dans les faits, du coup, les expérimentateurs sont obligés de le faire pour s'assurer de la pérennité des plateformes. C'est le cas, par exemple, dans le Berry, où vraiment la gestion adventice a pris légèrement le pas sur la partie couverture des sols à l'interculture ou quasi permanente, telle que c'était imaginé au départ. Parce que sans le levier glyphosate notamment, et compte tenu des réussites de levée découvertes ou des réussites découvertes dans cette zone avec les aléas, enfin voilà, avec les contraintes climatiques qu'on a constatées depuis le début des essais, c'était pas possible de faire les deux. Donc il y a eu une forme de priorisation, et ça a été le cas sur d'autres plateformes. J'ai d'autres exemples en tête où voilà, certaines années on est obligé d'avoir des choix relativement radicaux pour enrayer une escalade dangereuse pour la pérennité de l'essai. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on se permet de faire parce qu'on est à l'échelle de parcelles qui, certes, sont des grandes parcelles d'expérimentation, mais qui restent des toutes petites parcelles. Ce ne serait pas forcément faisable par un producteur, et on en a bien conscience. C'est pour ça que je disais que nos systèmes n'ont pas, à ce stade, vocation à être reproduits en l'état, mais bien à servir de test et à illustrer l'intérêt, la reproductibilité de certaines séquences dans certains contextes pour répondre à certaines problématiques. Merci Marie. On a une autre question sur l'identification alors, je vais le dire autrement. Donc, sur plusieurs plateformes, on a des résultats économiques qui sont moins bons que les références. Est-ce qu'on a identifié voilà, la différence
le coût Ah oui, alors oui. compensatoire qu'il y a entre les systèmes, et donc en fait ce qu'il faudrait apporter pour compenser en fait Oui. cette baisse de Alors, marge. oui, c'est des infos qui sont pas dans ce diapo, mais que vous retrouvez assez facilement, sur le site internet. On a notamment publié, le dernier article, je crois, qui présente l'ensemble des performances des plateformes, doit se trouver dans Perspectives agricoles, un numéro de mars 2023, et doit être consultable sur notre site internet de mémoire. Donc oui, les marges directes, donc on présente nos résultats, on utilise l'indicateur de marge directe. Les marges directes de nos systèmes innovants sont moins bonnes que nos systèmes témoins. Néanmoins, elles sont positives, mais moins positives. Donc, on l'explique de manière assez mécanique par le poids qu'on affecte aux cultures de diversification, ou à des cultures qui sont moins productives, comme peuvent, ou plus aléatoires, on va dire, en termes de contribution à la marge, comme notamment les légumineuses qui peuvent peser entre 20 et 50% de certaines rotations. Donc voilà, ces cultures, soit elles ont des résultats en rendement qui sont moins bons, avec des prix qui sont variables, soit elles ont des rendements plus stables, mais avec des prix très variables. Enfin, donc, elles pèsent moins lourd dans la marge que des cultures comme des cultures historiques, type blé, colza, tournesol, pommes de terre, betterave. Et quand on dilue la présence de ces cultures dans la rotation, bah forcément, on dilue aussi leur contribution à la marge, et ça fait qu'on a des systèmes qui sont moins rémunérateurs que peuvent l'être les systèmes témoins. Après, il est important aussi de dire que ces systèmes témoins, ce sont des systèmes qui sont aussi quand même un peu optimisés, hein, au niveau du parc matériel notamment, au niveau des charges, conduits avec comment dire, les conseils des instituts. Donc, c'est aussi des systèmes témoins qui sont plutôt très performants. Et donc, on a entamé un travail de justement repositionnement des performances de ce système témoin et des systèmes innovants pour pour essayer de mettre ça dans un contexte plus local et comparer avec les performances des fermes aux alentours ou engagées dans le même type de système que notre système témoin. Oui, pour compléter, on a des travaux en cours pour identifier le niveau que pourraient être des paiements pour services environnementaux qui permettraient de compenser les écarts de marge. Donc, c'est un travail qui est en train d'être mené. Ça, c'est en lien avec le commentaire qui a été Oui. posté, Marie. Alors, on a une autre question sur l'évolution de performance économique autre que la marge, la simple marge, en fait, la marge directe. On regarde, est-ce qu'il y a des évolutions sur le BE, par exemple, ou le produit brut sur EBE? Alors, Sur le parc matériel. on regarde aussi le BE. Mais là, tout de suite, je n'ai pas les résultats en tête. Mais oui, c'est aussi des indicateurs qu'on regarde, mais c'est vrai que ça reste la marge directe l'indicateur sur lequel on communique le plus. Et qui, jusqu'à présent, nous était aussi remonté comme celui qui parlait le plus. Mais dans l'absolu, comme on fait nos calculs avec Sister, et que Sister calcule je ne sais plus combien de centaines d'indicateurs et je ne sais plus combien de déclinaisons des indicateurs économiques, on pourrait descendre à différents grains plus précis ou en tout cas différents, quoi. Il y a simplement un commentaire qui a été posté pour faire la promotion d'essais Sinophyte à la station de chambre d'agriculture de Bretagne, avec une présentation qui sera proposée le 28 novembre à Rennes, avec le Oui. lien pour les personnes intéressées. C'est Clotilde Rouillon qui est à l'initiative de Cyproci, en tout cas dans sa déclinaison opérationnelle, qui vous présentera ses résultats. Enfin, pas ceux-là, mais d'autres. Oui. Eh bien, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous remercie pour votre participation nombreuse et puis pour les nombreuses questions que vous avez posées.
Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous cherchez des informations plus précises, je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet et puis à relayer l'information des colloques en région ou à venir dans nos colloques en région à partir du mois d'avril. Merci beaucoup.